Alors, Exactement. bonjour Jean. Alors, on va aborder aujourd'hui le terme de mon médiation et la question est de savoir c'est comment toi pour ressortir donc actuellement un ouvrage qui réunit un certain nombre de textes, comment tu envisages les enjeux de la médiation culturelle aujourd'hui en fait. Pour moi, ces enjeux, ils sont doubles. Il y a d'abord l'enjeu strictement théorique, sur lequel on ne va pas tellement s'étendre, parce que d'abord, c'est déjà une histoire. Enjeu théorique pour situer ce qui, pour moi, est une notion et pas un concept. Quelle est la différence que je fais entre notion et concept? Une notion, c'est passé dans le sens commun, on l'emploie avec une extension, avec une diversité, même des appréciations, des évaluations. Concept, ça implique quand même de s'appuyer sur une discipline ou plusieurs disciplines, de la convoquer, de voir les liens avec d'autres disciplines, et donc c'est un enjeu universitaire qui ne me paraît pas aujourd'hui fondamental, mais j'y reviendrai dans un deuxième petit temps. En revanche, ce qui est peut-être beaucoup plus intéressant, sur un plan social, sur un plan politique, sur un plan de formation, sur un plan même de mesure ou d'évaluation des effets dans le champ social ou politique, ce sont les mises en œuvre de la médiation dans la société d'aujourd'hui. On y reviendra également, mais un mot, pour moi, aujourd'hui, les enjeux, ils ne sont pas du tout au plan de ce qu'ils étaient il y a 40, il y a 30, il y a 20 ans, même si le mot médiation n'était pas employé stricto sensu, on parlait d'animation culturelle, on parlait d'action culturelle, on parlait de démocratisation culturelle, mais quelles que soient les variations terminologiques, il s'agissait toujours du rapport des œuvres dites légitimes à des publics, à une société. Et les évolutions terminologiques ou les évolutions dans les pratiques étaient liées aux changements sociaux, à la naissance de la crise, à la prise de conscience de la crise qui était sociale, qui était économique, mais qui était aussi culturelle. Et l'intérêt de la médiation culturelle, à l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ou 30 ans, au moment où elle émerge dans le champ des discours des acteurs, et puis un tout petit peu après dans le champ des tutelles de ceux qui ont à la classer par rapport aux subventions, par rapport à la détermination des compétences, c'était bien d'échapper à l'identification du phénomène artistique à l'œuvre d'art. Et je pense que, alors là, la médiation a eu des véritables enjeux, avec un certain nombre d'illusions, et puis je vais en rester là et on continuera. L'enjeu, c'était de se dire, la démocratisation culturelle a montré ses limites. Moi, je ne parle pas en termes d'échec ou de succès, parce que parler en termes d'échec ou de succès, ça supposerait, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, de déterminer au fond les critères qui permettent de dire il y a eu effectivement un changement des pratiques, il y a eu des effets sociaux, ou au contraire, il y a eu des illusions. Sur le plan de démocratisation culturelle, on est toujours resté au rapport à l'œuvre et à l'extension des publics. Extension quantitative ou extension sociologique. Je pense qu'il y a eu des progrès réels, mais qu'on a atteint un plafond de verre dans la société française pour des raisons qui étaient d'ailleurs objectives. Au fond, la démocratisation culturelle, elle s'est toujours pensée indépendamment des questions et des critères sociaux, des critères liés au processus éducatif, des critères liés aux inégalités sociales. Donc, voilà, l'intérêt de la médiation culturelle, ça a été d'élargir le champ des pratiques et de rentrer dans une transversalité des rapports humains. Et évidemment, la culture au sens large du terme, ou l'art au sens d'un langage symbolique et imaginaire, permettait d'établir cette transversalité, cette horizontalité des rapports, mais aussi la verticalité des rapports, pas tellement par rapport à l'œuvre d'art, mais par rapport à une référence au passé ou à une référence au futur, parce qu'au fond, l'animation, la démocratisation culturelle et la médiation, c'est aussi une manière d'aborder une société plus juste, plus égalitaire. Aujourd'hui, la question fondamentale pour moi, sur un plan politique, sur un plan social, c'est la question des droits culturels. C'est au-delà des inégalités culturelles, je pense que la médiation, alors, a un intérêt majeur, à condition qu'elle quitte le secteur limité aux problématiques de la réception et de la diffusion de l'art.
Oui, alors par rapport à ça, on a l'impression qu'il faut aussi dépasser la notion d'accès et d'accessibilité. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que cette question d'accès aux biens culturels ou d'accessibilité aux œuvres, elle a été posée comme dépassement dans les années 70, 73, 72 par Jacques Duhamel, qui était le ministre des Affaires culturelles, pas encore ministre de la Culture, qui avait été nommé sous le gouvernement dirigé par Jacques Chaban-Delmas, donc gouvernement post-68 art, c'est-à-dire qui a été mis en place lorsque les élites politiques se sont rendues compte que la crise ou les événements de 68 rendaient compte d'une fracture profonde, et ce n'était pas simplement un événement symbolique important, ni l'occasion d'une prise de parole, mais rendait compte d'une transformation sociale, d'une exigence de la prise de parole, pour reprendre un terme de Certeau. Et donc, Jacques Duhamel avait dit, il ne s'agit plus d'avoir, mais d'être. Donc, avoir de la culture, l'accès au domaine des biens culturels, c'est-à-dire des œuvres jugées légitimes, qu'elles soient les œuvres universelles ou les œuvres françaises, et il avait mis l'accent sur l'être, c'est-à-dire sur la personne. Dans l'être, il n'y avait rien de métaphysique, il y avait simplement l'idée que ce qu'on visait, c'était moins le citoyen anonyme, moins les inégalités sociales liées à la diversification des classes, ou à la lutte des classes, mais c'était la capacité pour la personne, et donc pour le collectif aussi, de s'émanciper d'un certain nombre de résistances ou d'inégalités. Donc ce passage de l'avoir, qui est bien la problématique de l'accès, à la problématique de l'être, c'est-à-dire de la personne, et la personne au fond, comment existe-t-elle au-delà de la définition stricte de l'individu, d'ailleurs l'individu dans la multiplicité de ses identités ou de ses équivalences, c'est la prise de parole, c'est la possession des langages, c'est la capacité d'entrer en relation, c'est le rapport à l'autre. Et lorsqu'on pose les questions en termes d'être, de l'être, comme avec un E majuscule, on est bien dans le jeu, à qui le sujet de parole, le sujet d'action, à qui un certain nombre de pratiques vont pouvoir donner les outils même de la relation. Et alors, à mon sens, la médiation, alors on lui met le qualificatif de culturel pour la dissocier de la médiation politique, qui s'exprime à travers les partis, ou la médiation sociale, qui s'exprime à travers les travailleurs sociaux, ou les pratiques sociales stricto sensus. La médiation culturelle, c'est précisément cette capacité à permettre à des personnes de s'emparer des outils de la parole, au sens large du terme, ça peut être évidemment d'abord le langage articulé, mais aussi le langage de l'image, et ça inclut évidemment le rapport à l'esthétique, c'est-à-dire le rapport au langage expressif ou le rapport aux œuvres. Parce qu'à un certain moment, dans les années 70, on ne parlait pas de médiation, mais on parlait de développement culturel ou d'action culturelle, on avait tendance à évacuer la question de l'art, des diverses modalités même de la mise en forme. Il y a quand même, évidemment, et c'est moins une question d'histoire de l'art que de rapport à des formes, qui ont une dimension symbolique, et qui entrent dans un large et vaste panorama, qui est celui de l'expression, de la mise en forme, et de l'art, avec toutes les difficultés, ou l'impossibilité de le définir d'une manière notionnelle, mais ça, Marcel Duchamp l'avait montré dès le début du XXe siècle. Au fond, ce qui est important, c'est pas de définir l'art, c'est de définir ce que fait sur nous ce qu'on appelle l'œuvre d'art. Oui, avec tout ce champ-là qu'on a un peu ignoré à un moment, qui est le champ de la relation, absolument, qui est l'art comme vecteur de transformation. Absolument. Voilà. Et pour moi, pour continuer ce que tu dis, et pour rester dans la problématique de savoir comment la médiation comme pratique, ou la médiation aussi comme réflexion théorique, j'en dirai deux mots de mon point de vue dans un moment, cette question de la médiation, elle se fonde sur une notion fondamentale qui est la relation à l'autre, parce qu'il n'y a pas de personne qui puisse vivre sans être reconnue par l'autre et sans reconnaître l'autre. Et on voit que cette question-là ouvre aujourd'hui sur les droits culturels. La reconnaissance de l'autre à travers
sa propre mémoire, sans rentrer dans des guerres mémorielles. Et donc, la notion fondamentale qui permet de comprendre l'évolution même de la médiation, c'est le problème de la relation. Et pour en revenir à ce que tu disais, l'objet d'art n'a de sens que s'il entre en relation avec un récepteur. Et c'est vrai en peinture, c'est le regardeur qui fait le tableau, c'est vrai en littérature ou en poétique, Baudelaire le disait, c'est le lecteur qui fait le poème. On voit bien que l'objet qui est qualifié d'objet d'art, c'est celui qui permet une relation qui se fait au niveau symbolique, c'est-à-dire au niveau immédiat, mais avec un sens qui suppose une interprétation, une compréhension, et là on rentre sur toute la dimension du symbolique tel que Ricoeur a pu la développer. Et donc cette notion du symbolique de l'objet d'art rentre aussi dans une question de l'imaginaire. Il est vrai que l'objet d'art a pour capacité de provoquer notre imaginaire, de le relier à un imaginaire du passé, donc on est bien dans une relation. L'imaginaire, c'est aussi une construction anthropologique pour laquelle l'œuvre d'art, ou ce qu'on a appelé l'objet d'art à partir du 15e, 16e ou 17e, tout dépend des disciplines, eh bien, est porteur d'un imaginaire. La médiation nous permet cette relation au passé, elle permet cette relation au présent, dans le temps présent, donc dans ce qui ressort des rapport interpersonnel, et puis elle permet aussi une relation future, celui qu'on imagine, celui qu'on souhaite obtenir, où tout le monde sera poète, où on pourra avoir un accès large à la parole. Donc c'est effectivement le noyau fondamental de la question de la médiation, c'est l'établissement des relations. Et alors là, on entre en ligne de compte, ces relations, elles dépendent du support expressif que l'on va utiliser. On n'entre pas dans le même type de relation avec l'image, avec la parole, avec le corps. On a là la prise en compte de la matérialité même du support expressif. C'est la deuxième idée que moi je rencontre dans la médiation. La première, c'est effectivement la notion de relation. La seconde, c'est la question du support physique, de sa matérialité, de sa trace, de la possibilité pour le spectateur, pour le lecteur, pour le récepteur, d'entrer en relation précisément avec un imaginaire, celui de l'artiste ou celui du concepteur. Et le troisième élément, c'est la production du sens. La production du sens, elle est possible à travers effectivement le médium, l'objet ou la forme qui s'inscrit dans le médium, mais aussi la prise en compte de tout le contexte social, imaginaire, qui fait qu'un objet, une pratique, un comportement prend un sens. Et alors, là, on a la notion de sens dans les trois diversités du sens, voilà, vectoriel. La médiation, elle est à la fois, elle tient compte d'une mémoire du passé, et la mémoire culturelle, c'est souvent la mémoire des vainqueurs, comme disait Benjamin, c'est jamais la mémoire des vaincus. Et donc ce rapport au passé, ce rapport au présent, parce que c'est ici et maintenant que se construit la culture, qu'elle s'élabore, qu'elle prend sens pour l'individu, pour lequel la vie est limitée, mesurée, et puis le rapport au futur. Donc, pour résumer ce que j'essaie de développer, la notion de médiation, c'est une notion, et pour moi, elle est une notion sur ces trois piliers. On est vraiment dans une perspective très ternaire, ce qui dépasse de loin la problématique de l'art, qui serait binaire, la forme et le contenu. Il y a cette notion, il faut que le contenu s'accomplisse dans une forme, ou qu'il n'y ait pas de contradiction entre la forme et le contenu, me paraît souvent d'une grande, je ne sais pas dire bêtise, mais d'un élémentaire qui devient un cliché. Et la médiation, effectivement, c'est une notion ternaire qui est de l'ordre du psychisme, qui est de l'ordre de la personne, qui est de l'ordre du monde de l'art, des mondes de l'art, devrait-on dire. Et donc on a cette circulation ternaire deux à deux. Par rapport à tout ce que tu dis, on peut entrevoir comment l'enjeu de la médiation peut aller au-delà de l'intermédiaire entre les œuvres et le public. Il peut aller beaucoup au-delà. Et c'est ce qui nous touche, nous, c'est-à-dire au-delà du secteur social, il y a d'autres secteurs. Oui. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour le prolonger, tu dis au-delà de l'art et du public, oui, mais
au-delà même de la notion de public. Moi, cette notion de public, elle est extrêmement intéressante, mais c'est une notion sociologique. C'est une notion qui vient des Lumières. Rendre public un certain nombre de choses, c'est le mettre dans l'espace public. Et en termes d'art, ou en termes de pratique, on est toujours public de quelque chose. Le public, ce n'est pas une catégorie donnée une fois pour toutes, et en termes culturels ou en termes artistiques, l'institution produit, travaille, crée son public. Et il n'y a rien de plus évanescent ou rien de plus volatile que le public d'une institution culturelle. D'une saison à l'autre, il peut mourir, tout simplement parce qu'il doit être alimenté constamment. Et en réalité, le public est fait de personnes et d'individus. C'est pour ça qu'à propos de l'art, moi je préfère toujours parler du récepteur, du spectateur pour ce qui est du théâtre, du lecteur pour ce qui est de la lecture, de la littérature, de l'auditeur pour ce qui est de la musique. Alors après, ça fait public ou ça fait pas public, mais toutes les nouvelles technologies font que la notion de public, elle évolue, elle n'est plus nécessairement liée à un espace, elle est liée à une pratique individuelle. Alors après, on fait de l'audience. Je préfère le mot audience qui a une vérité du chiffre. Le mot public, on ne sait jamais de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la fréquentation quantitative? Est-ce qu'on prend de la nature sociologique du public? On rentre là dans la statistique, et tout le monde sait bien qu'on lui fait, c'est la langue des autres, qu'on lui fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Surtout si on ne s'intéresse pas à la construction même du public. Donc, effectivement, la notion de médiation permet d'entrer dans des problématiques qui ne sont pas simplement celles de l'art, mais je dirais moi des pratiques esthétiques, des pratiques sensibles, c'est-à-dire qui mettent en jeu la subjectivité, parce que si on parle de la personne, et puis on parle de sa subjectivité, on parle de ses moyens d'expression, ça c'est la première chose, et donc il faut modifier à la fois notre regard sur l'art, en sachant que l'art c'est pas à travers une essence que ça se définit, mais à travers une inscription dans une société, là, et de savoir qu'est-ce qui fait art, et comment ce qui fait art peut faire société aussi, ou peut faire culture. Et puis à l'autre pôle, c'est pas le problème du public, parce qu'au fond, il y a eu une extension du public, des œuvres, du théâtre, mais elle s'est heurtée à la dure résistance de la réalité, hein, de l'éducation, du temps passé au loisir, et tout le monde sait bien que la qualité du loisir, elle dépend de la qualité ou de l'absence de qualité du travail, et du temps consacré à se cultiver. Donc, voilà. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les catégories art, culture, loisir aujourd'hui doivent être traitées totalement différemment? Elles doivent être éclatées, on doit les éclater. Et il y a longtemps qu'on aurait dû les éclater. Parce que la première grande distinction qui, à mon avis, a créé à la fois un trouble, une résistance, une fracture, c'est celle qu'établit Malraux lorsqu'il prend, lorsqu'on lui offre, lorsque le général de Gaulle lui offre la responsabilité d'être le ministre des Affaires culturelles. C'est un discours à la Maison de la Culture d'Amiens où il dit: il ne faut pas confondre l'art et le loisir. Non, il ne faut pas confondre le loisir et la culture. Le loisir, c'est remplir le temps libre. C'est-à-dire, au fond, c'est un temps qui peut devenir aliéné parce que, précisément, on occupe son temps pour ne pas crever sur pied. Alors que la culture, c'est ce qui nous permet d'accéder aux grandes vérités éternelles et universitaires. Et cette phrase-là, qui est une belle phrase rhétorique, hein, a des effets sur le politique terribles et sur l'administratif, c'est qu'elle sépare le domaine de l'éducation populaire du domaine qui va être pris en charge par le nouveau ministère des Affaires culturelles. L'éducation populaire, et on n'appelle même plus ça l'éducation populaire, le ministère de la Jeunesse et des Sports va s'occuper des loisirs. Avec beaucoup de mépris, où au fond c'est fait pour les classes laborieuses, quand elles ne sont pas dangereuses, ou si elles sont dangereuses, ça va les occuper, ils vont taper dans un ballon plutôt que de taper sur les idoles. Et la culture va s'occuper des œuvres majeures de l'université, des œuvres majeures universelles, voilà, de l'universalité des œuvres, et va laisser de côté tout ce qui est la prise en compte du contexte et de la subjectivité et de ces choses-là. Donc, cette séparation qui est instituée philosophiquement par Malraux,
qui est traduite administrativement par l'organisation même de l'État, fait qu'on va voir se séparer ces deux continents, tous les deux devenant des continents à la dérive, le continent de l'éducation populaire et le continent de la culture, parce qu'à l'intérieur de ce continent des affaires culturelles, il va y avoir la séparation entre l'art et puis l'animation culturelle, l'action culturelle, la démocratisation culturelle, et cette apologie de la création artistique. Dans les années 80, et je pense que l'intérêt de la thématique de la médiation, dans les années 80, parce qu'elle apparaît déjà, c'est de ne plus se contenter de cette opposition qui a des réalités, bien entendu, entre ceux qui s'occupent de la diffusion des œuvres, de la mise en contexte des œuvres, de la formation autour de la sensibilité artistique, et de ceux qui sont les créateurs, et qui sont en lien quasi mystique avec le pouvoir. Ça a été un des bénéfices de moyen terme d'usage de la notion de médiation. C'est-à-dire ne plus être dans la sacralité de l'acte artistique, de l'artiste. Et alors en termes de théâtre, qui est aussi un domaine qui t'intéresse autant que moi, au théâtre, qui est le créateur? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est le metteur en scène, avec le fait que la notion même de metteur en scène est très nouvelle, elle est fin du 19e. Est-ce qu'on peut dire que le metteur en scène est un créateur? Dans un certain nombre de cas, oui, mais lorsqu'il se contente d'illustrer ou de mettre en bouche un texte, en quoi il est créateur? D'où là aussi, ça nous oblige à aller un peu mieux réfléchir sur cet art autonome de la mise en scène, qui est une médiation, qui est au sens clair une médiation. Elle s'empare de quelque chose qui est un texte, figé dans l'écriture, et elle le fait passer, elle le transpose, elle le métamorphose pour le mettre en relation avec le spectateur, et non pas le public. Parce qu'au théâtre, c'est le spectateur qui est dans la notion de relation, et la notion de public, elle est une notion d'audience, une notion de sociologie. Quand je sors du théâtre après avoir vu une pièce, je ne suis plus le public, je suis monsieur machin, madame machin, qui a aimé, qui a détesté, qui a été mobilisé, animé par ce qu'elle a vu, entendu, et ce n'est pas forcément les mêmes mouvements subjectifs, les mêmes productions de sens qu'avec son voisin qui faisait public avec elle. Alors, on a traité de beaucoup de choses. Je voulais une dernière question un petit peu large, parce que dans tes propos, j'entends quelque chose qui me semble assez important, qui pourrait faire écho aux propos de Derrida dans l'hospitalité, faire écho à certaines choses. Si on poussait plus loin encore la notion de médiation, parce qu'à mon avis, elle rejoint des préoccupations sociales à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu assez fort sur la prise de parole au-delà du discours des médias et au-delà du discours des spécialistes. Absolument. Et cet enjeu est une démarche humaniste, en fait. Absolument. Alors moi, j'ai peu travaillé là-dessus, ni par expérience, ni par réflexion sur des expériences qui n'auraient pas été les miennes, mais je pense que là, c'est le problème aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, essentiel. C'est-à-dire que pour moi, il ne s'agit plus d'élargir le public. Si, il faut élargir le public, mais ça, c'est l'œuvre, c'est la responsabilité des responsables des institutions, de pouvoir s'adresser à autre chose que le public qui, naturellement, va au théâtre, va au concert, se met en transaction avec les formes artistiques. Aujourd'hui, c'est le problème de la fracture sociétale, et plus que sociale, cette fracture dont on a pu penser qu'à un moment donné, et là c'est une critique que je fais moi autour des acteurs de la médiation, penser que la médiation pouvait être une orthopédie, c'est-à-dire pouvait redresser une fracture sociale. C'est un bel enjeu, mais c'est un enjeu qui caractérise l'impuissance du politique. C'est le politique de rétablir, à travers toute la diversité des médiations politiques. C'est-à-dire que la représentation électorale, elle est une médiation parmi d'autres, mais la démocratie, elle ne se limite pas à la représentativité électorale. Donc, il y a effectivement dans la médiation par rapport à la question du social, de la prise de parole, de l'intervention sur la personne, sur sa capacité de prise de parole et d'action. Un sujet, c'est quelqu'un qui a l'autonomie de la parole et une capacité d'action qui peut aller au-delà de ce que
de certains appelé la tactique, qui peut avoir un propre, c'est-à-dire quelque chose qu'il maîtrise à la fois dans l'instant présent et dans le suivi de ce qui va se passer à travers sa prise de parole ou à travers son acte dans l'écoulement du temps social ou du temps culturel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le véritable enjeu de la médiation, c'est de s'emparer de ce processus pour que les personnes, et les plus démunies, les moins considérées, celles qui ont besoin de plus de reconnaissance en tant que sujet, puissent devenir sujet. C'est pour ça, peut-être, sans aller tirer les pompes, que Culture du Cœur, parmi peut-être pas d'autres, mais qui ne sont pas si nombreuses que ça, à mon avis, se préoccupent moins que de permettre l'accès au spectacle. L'accès au spectacle, c'est un moment important, bien entendu, mais l'accès à la parole, l'accès au sensible, et dans une perspective, non pas d'une société réconciliée avec soi elle-même, mais d'une société qui permet à chacun, quelle que soit sa place dans le travail, et on sait bien qu'aujourd'hui, promettre le travail à tout le monde, c'est une promesse, ça demeure une promesse, mais promettre à chacun de pouvoir user de sa subjectivité pour se la dire et la dire à l'autre, c'est le problème fondamental. C'est pour ça que toute la discussion qu'il y a pu y avoir dans les années 90, culture pour tous ou culture pour chacun, me paraît le véritable faux problème. La culture, elle est à la fois de chacun, d'une personne et d'un collectif ou d'une communauté. Oui. Et juste une toute dernière question, c'est en ce sens où tu mets cela en relation des droits culturels. Oui. D'accord. Et quand tu parles de droits culturels, est-ce que tu parles de la déclaration de Fribourg ou est-ce que tu vas au-delà de ça? Je parle de la déclaration de Fribourg parce que c'est elle qui nous a donné les moyens de réfléchir à ce qu'étaient véritablement ces droits culturels. Et moi j'ai une gratitude vis-à-vis de Jean-Michel Lucas par exemple en France ou de Patrice Meyer-Witsch. Oui, Meyer-Witsch, que j'ai beaucoup croisé parce qu'on avait mis en place à Grenoble un truc qui s'appelait le Forum des Lucioles. Je pense d'abord à la déclaration de Fribourg, sachant que la loi NOTRe est une entrée, une toute petite entrée qui aujourd'hui encore est à mon avis très méconnue par les gens même, enfin par les politiques. Quand j'ai entendu un jour à un colloque au Sénat la ministre de la Culture de l'époque dire « Oh mais nous, les droits culturels, on fait ça depuis 30 ans », je me suis dit « D'accord, très bien, si ils font ça déjà depuis 30 ans, on aurait pu le savoir, on aurait pu s'en rendre compte. Les droits culturels, c'est pas simplement le droit d'aller au spectacle, c'est beaucoup plus que ça. C'est un processus qui rentre, et ça, ce sont les gens qui ont porté ça en France, ça rentre dans les droits de l'homme. Et Dieu sait si on a du chemin à faire en France. Par rapport à ça. Merci beaucoup Jean, merci pour cette qualité de ces propos. Alors je rappelle